Né en 2013 à Saint-Étienne dans la Loire, le Femsi Fest est le premier festival hip-hop dédié aux meufs cis, trans et lesbiennes. À la conception de cet événement, Do, passionné de hip-hop et originaire de la région. Organisé à l'aide d'amis bénévoles, dans un esprit DIY, financé par ses propres ressources, l'événement rassemble pendant 3 jours des artistes de toute l'Europe dans le cadre de concerts, mais aussi d'ateliers d'écriture, de beatmaking, de DJing, de graffiti et de breakdance, avec des espaces en non-mixité choisis. Basé au Portugal depuis 2016, Do nous raconte la genèse de cette aventure unique qui a pris fin en 2018 et qui a participé à valoriser les rappeuses et rappeuses queer bien avant que le mainstream ne s'y intéresse. Salut Do, comment ça va? Ça va, Héloïse, c'est toi? Oui, écoute, ça va très bien, il fait beau. Oui, nous aussi, il fait Ah, beau. très, très bien. Écoute, je suis très contente de discuter avec toi aujourd'hui parce que ça fait un petit bout de temps que j'avais envie de t'inviter dans Madame Talk pour parler du Femsi Fest, Oui, qui est donc un festival, enfin le premier festival hip-hop à mon sens, dédié aux meufs cis trans lesbiennes qui a vu le jour à Saint-Étienne ouais, dans la Loire en 2013. tout à fait. Et bon, avant de parler de la fabrication de tout cet événement, etc., j'aimerais bien qu'on retrace un peu rapidement ton parcours et ton implication dans le hip-hop, en fait, pour savoir comment t'en es arrivé à créer cet événement. Et du coup, je me demandais si tu te souvenais des premières fois où tu as été en contact avec la culture hip-hop, que ce soit à travers le rap, le graphe, le DJing, la danse, enfin, la culture hip-hop au sens large. Est-ce que tu te souviens? Alors, en fait, moi, j'ai grandi une ZUP et une ZEP, en gros. J'étais en école en ZEP et j'ai grandi en ZUP. Du coup, pas à Saint-Étienne même, dans une petite ville à côté qui est plutôt une ville comme une sorte de petite zone au milieu d'une sorte de campagne dans la plaine du forêt, mais au milieu, ils nous ont foutu une ZUP qui sert en fait de main-d'œuvre intérimaire à toutes les usines qui s'y sont implémentées, en gros. Ok, Et donc, moi, j'ai grandi dans ce quartier-là, qui n'était pas énorme en soi, hein, qui est un quartier de 10 000 habitants. La ville en faisait 20 000. Et qui s'appelle André-Giboutéon. Donc, le quartier, c'est La Chapelle. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Du coup, la culture hip-hop, en fait, c'est un peu comme une présence, bah, justement, un peu visuelle et sonore en fond. Mais c'est pas ce qui est le plus prégnant dans ma vie à moi. Moi, dans ma vie à moi, bah, je suis d'origine portugaise. Donc, on a un côté hyper communautariste. Donc, par exemple, moi, toute petite, je danse du folklore portugais, même si je suis en France, tu vois. Donc, on est loin de la culture hip-hop, justement, comme on pourrait. Enfin, tu vois, c'est pas le premier truc qui te vient à l'idée quand on te dit qu'on a été passionné de hip-hop, quoi. Mais en gros, je grandis comme ça. Donc, plutôt, en fait, on va dire, mes contacts, ça a été un peu par bah, l'effet naturel de mon environnement, en fait, urbain, quoi. Et je naviguais comme ça entre une culture très, très urbaine, on va dire, bah, en France. Et après, il y avait tout ce côté contact avec ma culture d'origine, les vacances toujours au Portugal, donc plutôt lié à la terre et à la campagne. Donc, une espèce de double ascendance comme ça, entre la ruralité et l'urbanisme, avec une espèce d'idéalisation du Portugal, évidemment, mais ça, c'est normal, parce que du coup, c'est la terre des vacances. Enfin, je dis oui, ça, mais maintenant, j'y vis, donc forcément, ça veut quand même dire que j'y suis retournée, comme je disais quand j'étais petite. Et du coup, moi, le premier truc, bah, c'est le premier truc que j'ai eu à moi d'album de hip-hop, c'est le Planète Mars de IAM en cassette, hein. ouais, Moi, en plus, j'avais que ça à l'époque. Enfin, ouais, mon premier lecteur CD, j'habitais déjà plus chez mes parents. J'avais plus de 18 ans quand j'ai eu mon premier lecteur CD, hein. Donc, ouais, c'est plus de l'effet, je pense, boomerang, en fait, avec qui tu traînes, qui tu rencontres, tu vois, etc., etc. Et après que moi, j'en écoute plus et plus avec insistance, etc., bah, c'est comme pour tout le monde, je pense, tu vois, les M6, la culture, on va dire, standard, un peu mainstream, mais qui du coup ne l'est pas, parce qu'à l'époque, c'est pas reconnu comme une culture mainstream. Donc, même si le média, il l'est, toi, tu vois quand même le côté subversif et tu vois quand même un truc qui te ressemble ou qui ressemble aux gens avec qui tu traînes, quoi. Mais du coup, en gros, le hip-hop en tant que, bah, après, ouais, j'ai toujours aimé écrire, par contre. Donc, ça, c'est autre chose. Moi, je suis pas du tout rappeuse, mais j'adore écrire. Donc, par contre, ça ok. m'intéresse la construction des textes. D'accord? Et du coup, bah, évidemment, ce truc qui allie la poésie et du son sur lequel on peut danser,
Et d'ailleurs, j'ai toujours gardé mes pas de danse, même si je danse sur de la techno, en fait, c'est des pas de danse qui sont plutôt hip-hop. C'est comme si j'avais un truc emprunt qui est d'abord ça. C'est-à-dire ma première veine, c'est ça. Et après, je l'ai développé, on va dire, dans d'autres trucs où j'arrive à exploiter dans d'autres trucs. Mais la spontanéité pour moi, on va dire, du move, du groove, c'est toujours soul, funk, hip-hop, quoi. C'est toujours cette sphère-là, quoi. Et t'écoutais d'autres choses que du rap? Bah, soul et funk à mort. Ouais, soul et Ouais, funk. Ouais, soul, funk, funk à fond. Presque plus funk, mais même disco en vrai. Parce que maintenant on dit funk, mais en fait, voilà, les Gloria Gaynor, les Diana Ross, tout ça, à quel moment c'est du disco, à quel moment c'est du funk, tu ouais, vois? Et en vrai, ouais, c'était les trucs qu'on écoutait le plus, quoi. Les trucs sur lesquels on dansait, on s'ambiançait, c'était ça. Après, il y a aussi toute la petite période un peu entre rock et, euh, et rap. Après, ah ouais, voilà, moi je suis de 79. Peut-être que c'est bien aussi que je me resitue dans le temps. Moi je suis né en ouais, 79. très bien. Donc quand je dis par exemple la première cassette de IAM, en gros, elle sort, je crois que j'ai 10 ans, 9 ans. J'ai pas encore 10 ans parce que je suis de la fin de l'année, mais genre j'ai 9 ans, un truc comme ça, tu vois. Après, ouais, les trucs qui sont devenus un peu dans cette mouvance un peu d'adolescente, contestataire, nan, donc vient aussi des trucs un peu rock, grunge et tout. C'est un peu les prémices. Et du coup, les Cypress Hill, les Rage Against the Machine, tout ce que faisait Agda Rock en général, de toute façon, ouais, c'est des trucs déjà qui m'interpellent dans le mélange des énergies aussi. Et il y a toujours une espèce comme ça de vague, en tout cas de revendication, de rage, de contestation, qui ça faisait partie aussi de ce que tu observes au quotidien en fait. Mais avec ce côté danse et festif qui était genre comme principal, en tous les cas pour moi. Moi, j'ai toujours ressenti ça comme un exutoire et un truc positif. J'ai jamais vu un truc déprimant ou contradictoire. Au contraire, pour moi, c'était vraiment, enfin, c'était la musique de la fête, quoi. Ouais. Et est-ce que tu écoutais des rappeurs ou rappeuses portugais, portugaises? Ça m'est venu beaucoup plus tard, que j'ai D'accord. commencé du coup à faire vraiment ce type de recherche pour essayer de comprendre. J'en entendais des fois par accident quand j'étais en vacances, mais je m'y intéressais pas vraiment parce que j'avais pas une assez bonne maîtrise de la langue en fait, je pense. Du coup, je maîtrisais pas. Et d'ailleurs, même, je vais être honnête, je pense que j'ai plus digué au début du côté du Brésil que du Portugal. Et après, j'en suis venu à diguer plus du côté du Portugal. Après, au Portugal aussi, c'est une culture qui a 10 ans de moins. Donc, tu vois, tu as 10 ans de décalage aussi dans, bah, par exemple, le boom bap est encore plus présent ici, quand même, malgré tout. Après, il y a d'autres influences qui, par contre, n'existent pas en France de la même manière, qui sont beaucoup plus prégnantes ici. Mais par contre, ce côté plus tradi de point, tu vois, ouais, le beat classique, il est plus présent ici qu'en France. En France, maintenant, dans les trucs plus mainstream, t'es quand même beaucoup plus sur de la trap, etc., tu vois. Ouais, C'est le truc le plus commun. Ici, tu as de ça aussi, mais tu as plus d'autres trucs en fait. Ils fusionnent plus avec toutes les musiques en fait des pays qui étaient anciennement des colonies en fait. Donc il y a beaucoup d'instrus qui sont des fusions en fait de musique capverdienne, angolaise, mozambicaise, etc. classique. Et ils reprennent des rythmes en fait comme ça, ils en font une fusion et du coup le hip-hop il prend d'autres couleurs ici et de façon plus instinctive en fait. En tous les cas, au niveau musical. Au niveau musical. Après, lyricalement, c'est les mêmes propos, hein. C'est, de toute façon, comme de partout, je pense. Tu vois, le propos de descendants de colonisés, les propos de la pauvreté, les propos de la famille, des amis, l'importance, aller en prison, sortir de prison, comment tu t'en sors dans la vie. Bah, en fait, les trucs de pauvres et de personnes conscientes qui revendiquent, qui critiquent, qui observent leur monde et qui essaient de s'en sortir, quoi. Moi, par exemple, le hip-hop américain, j'en écoutais des tonnes, mais je comprenais pas. Et en vrai, je m'intéressais pas tellement aux paroles, en fait, à l'époque. Moi, à l'époque, c'était vraiment la vibe, c'était vraiment ce truc de danser, quoi. Le truc de la fête, quoi. Juste, je m'amusais, quoi. Mais, et après, tu captes deux, trois trucs, mais je m'intéressais pas profondément au texte. Alors qu'en français, c'était, bah, tu peux pas échapper au fait que tu comprends ce que tu entends. Donc, tu as tout de suite l'analyse du texte, le regard critique, etc., etc. C'est différent. J'écoutais pas ça de la même manière. Maintenant, le problème, c'est que je maîtrise beaucoup mieux l'anglais, donc je ne peux plus écouter des trucs de merde que je pouvais écouter avant en m'amusant, parce que maintenant, j'ai le défaut de comprendre ce qu'ils disent. Donc, il y a des trucs que j'arrive vraiment plus à écouter, tu vois. Il y a des trucs que j'arrive à écouter, hein, j'assume. Il y a des trucs vraiment merdiques que j'arrive à écouter et que j'assume parfaitement. Mais il y a des trucs, ça va trop loin pour moi, quoi. Alors qu'en français, j'ai tout de suite eu beaucoup plus le truc critique. J'ai beaucoup plus eu le truc critique immédiatement, de capter, en fait, bah, des trucs que j'ai jamais que j'ai jamais trouvé audibles. Après, il y a des trucs, mais ça, c'est plus personnel, du coup. Tu vois, tous ces trucs que tu as pu écouter qui étaient misogynes, par exemple, mais que toi, tu étais encore misogyne toi-même. Tu vois, avant que tu déconstruises plein de trucs. ouais, carrément.
que tu sois plus en prise avec un féministe qu'après tu construis parce que tu fais des constats sur ton parcours, ta vie, tes difficultés, et tu comprends certains trucs. Et en fait, moi, mon féminisme, il s'est pas construit dans les bouquins. C'est ce que je dis tout le temps. Après, c'est un peu vrai pour tout ce que j'ai fait dans la vie. En fait, tout naît toujours d'expériences, plus ou moins douloureuses, qui me font réfléchir, qui me font mettre des trucs à distance et qui me font essayer d'observer. Et aussi d'observer la vie des autres. C'est pas que la mienne. C'est aussi ce que tes potes arrivent à te dire, etc., etc. Tu vois, les langues que tu arrives à délier à force de partage, etc. Puis au bout d'un moment, on force de constater, tu dis, ah ouais, en fait, je suis pas la seule, c'est pas que moi, c'est pas que je suis maudite, c'est qu'en fait, on est des meufs, quoi. Voilà. Donc, et tout ça, ça a créé aussi une dimension critique, etc. Mais je sais que moi-même, j'ai eu des attitudes misogynes, que moi-même, j'ai pu dire des trucs de merde qui sont super sexistes quand j'étais jeune, parce que je grandissais dans un environnement qui le permettait, et que pour moi, c'était beaucoup plus simple de toute façon d'être le frère de mes potes. Bah, tu vois, très, très vite, tu prends, en fait, t'as l'attitude, en fait, qui fait que tu es d'accord avec les gars. Après, c'était pas fictif, hein, c'était vraiment mes potes, tu vois. Mais Oui, en oui. grandissant, tu prends du recul et tu dis, ah ouais, je tolérais ça. Ah ouais, quand même, j'ai accepté ça. Ah ouais, ils ont dit des trucs comme ça devant moi. Et en fait, je sais très bien qu'à l'époque, ça me choquait pas. Mhm. Mais parce qu'en fait, j'étais trop empreinte de tout ça. Et que ça demande bien sûr un sens, ça demande des outils et un sens critique et de s'extraire déjà, de regarder avec de la distance, tu sais, de changer de paradigme en fait, quoi. Et oui, un jour, il y a un de mes potes chez moi, qu'après une longue discussion de tout l'après-midi, un pote trans, il me regarde, il me fait, ah ouais, en fait, t'es féministe matérialiste. Et moi, à l'époque, être féministe, c'était une insulte, hein. C'est pas une blague, hein. Oui, oui, Moi, bah pour comme moi, être beaucoup, ouais. féministe, c'était Ouais. genre les chiennes de garde que je voyais à la télé, tu vois. Et Mhm. moi, vas-y, tu m'assimiles pas à cette meuf, quoi, tu vois. Donc, du coup, super vénère. Mais comment ça, que tu me traites de féministe? Genre, je le prends pour une insulte, c'est pas une blague, hein. Moi, j'en étais là à l'époque, hein. Et là, je te dis, je suis pas une gamine, hein. Là, à ce moment-là, j'ai déjà ma fille, je dois avoir 23 ans, quoi. Ma fille doit avoir 3 ans ou 4 ans, un truc comme ça. Donc moi, je dois être entre mes 23 et 24. Et j'en suis là, à cet âge-là. J'en suis encore là parce que je ne réalise pas du tout que tout ce que j'ai analysé, ce que je critique, ce que j'observe et ce sur quoi je mets des mots, qu'en fait, bah oui, ça peut répondre à des théories féministes, en fait. J'ai pas encore mis ça dans... J'ai pas encore théorisé ça à ce moment-là. Est-ce qu'à cette époque, tu écoutes déjà des rappeuses? Ah bah oui, par contre, oui, mais du coup, les rappeuses que j'écoute, c'est presque des accidents. C'est, D'accord. tu vois, c'est les trucs un peu rares, c'est les labels, les trucs comme ça que tu as écouté, que tu as kiffé et que, bah si, après, il y a les Stestros, les Beloved, tu vois, qui sont quand même quand tu écoutes vraiment du rap, en fait, tu les écoutes, ces meufs-là, tu vois. Mais tu te rends bien compte que, par contre, dans le langage massif, tu te rends bien compte que c'est pas des meufs qui sont connues. En fait, la première dont les mecs parlaient aussi, je crois que ça a été Princesse Agnès, je pense, qui est le plus revenu. Et en plus, Ouais. ils critiquaient le fait qu'elle était vulgaire, ça m'énervait trop, ça aussi, putain. Tu vois, en gros, ah ouais, Princesse Agnès, c'est dommage, elle rappe bien, mais putain, elle parle comme un mec. Ça, par exemple, ça, j'ai entendu plein de fois, tu vois. Mm. Ou, ah ouais, Princesse Agnès, elle rappe bien, mais putain, elle est trop vulgaire, tu vois. Ouais, en gros, elle parle pas comme une meuf, quoi. Et il y avait toujours ce truc-là, tu vois, le peu de meufs qui étaient un peu reconnues, il y avait quand même cette espèce de, bah, tu sais, les requirements là de la probité féminine, quoi, tu vois. Et ça cassait la tête quand même, ouais. Parce que du coup, tu les mets en phase de contradiction, tu vois. Mais en fait, du coup, si le mec il dit la même chose, ça te choque pas. Et puis les mecs peuvent dire des trucs bien pires que ça, et ça te choque pas, ça te fait pas tilter 2 secondes. Du coup, pourquoi, tu vois? Donc, ils savent bien qu'en fait, c'est oui, c'est parce que c'est une meuf, donc ils sont bien obligés d'admettre que oui, c'est un truc de définition de qu'est-ce que je peux considéré audible ou pas. Et oui, c'est en fonction du genre des gens, quoi. Moi, à l'époque, je vois, j'ai même pas encore ces termes dans ma tête, hein. La notion de genre, tout ça, nan. Juste, je vois que du coup, il y a une inégalité dans le fait de l'objectivité critique, en fait. C'est Ouais, tout. et ça t'énerve quand même quand les mecs disent que Princesse Agnès est Ah vulgaire. oui, mais c'est Ouais. parce que ça n'a aucun sens. Si tu arrives à l'écouter d'un mec, tu me dis pas que la meuf, elle est trop vulgaire, tu vois. Ça n'a pas de sens, en fait. Pour moi, il y a pas. Si tu es capable de l'entendre, tu es capable de l'entendre de n'importe qui. Ou alors tu dis que tu veux pas entendre ça, et dans ce cas-là, oui, tu as, une espèce de probité morale, mais que tu exiges de tout le monde, tu vois. Et pas seulement des meufs. Enfin, ça n'a pas de sens. Et alors, quand est-ce que écouter des rappeuses devient plus qu'un accident, devient un choix? Alors, du coup, il y a un moment où je suis lasse, en fait, de la redondance des lyrics qui passe, tu vois, de ce côté répétitif, nan, nan. Et puis, il y a un moment, il y a un côté. Je sens moins d'enthousiasme, je sens moins de renouveau, tu vois. J'ai plus ce truc à chaque fois où je me dis, ah tiens, mais lui trop fort, nan, nan. Tu vois, ce petit côté élan.
Ouais. Je me sens une connivence, où j'ai l'impression qu'ils parlent pour moi. Parce qu'à un moment, ça me parle plus à moi, en fait. C'est ça le truc, c'est que moi, en fait, j'ai changé. À un moment, je pense, j'avais besoin d'avoir un discours qui répondait à ce que j'avais compris, en fait. Et du coup, bah, les mecs, ça suffisait plus, quoi. Il y avait une limite à ça. Et du coup, tu as besoin, tu vois, d'entendre. Et puis très vite, je comprends que, bah, aussi à ce moment-là, du coup, je gravite de plus en plus avec des personnes qui se disent féministes. Moi, du coup, je joins la théorie à mes analyses perso et je commence à lire des bouquins là-dessus, t'as vu? Et puis, Ouais. du coup, je commence à me dire, ah oui, c'est vrai, en fait. Et puis, je rencontre de plus en plus de personnes qui le sont. Parce que je gravitais déjà dans des milieux empreints de tout ça. Mais j'étais toujours un peu outsider, moi. Tu vois, chez les punks, j'étais outsider parce que je traînais plus avec des lascars. Chez les lascars, on ne comprenait pas toujours la façon du fait de. Enfin, tu vois, ma manière de traîner aussi avec des punks. Il y a toujours une espèce de truc comme ça où. Par exemple, moi, musicalement, j'étais vraiment que hip-hop. Donc, quand j'allais un peu dans des endroits un peu quepons, libertaires, nanana, j'y allais pour voir des potes, vraiment, mais pas pour kiffer le son, quoi. Sincèrement, non. C'était vraiment juste parce que c'était des connivences humaines, en fait. Et moi, j'ai toujours gravité dans des milieux comme ça où, en gros, bah, j'avais pas de milieu, j'en avais plusieurs à la fois, quoi. Et aussi du fait que, bah, à la base, je suis pas qu'hétéro, que du coup, bah, très vite, tu es dans une communauté aussi LGBTQI. Donc le féminisme, ça va aussi avec ces consciences-là. Et du coup, forcément, tu as tout un truc où tu construis plusieurs univers à la fois. Ça change pas d'où tu viens, mais ça te donne accès à de nouveaux univers que j'explorais pas avant, en fait. Moi, je suis partie de chez mes parents, j'avais 17. Pour remettre dans le contexte, moi, je viens d'un Ouais. milieu très chrétien, très chrétien fondamentaliste. Donc, du coup, il y a aussi une grosse rigueur, une grosse exigence morale. Il y a un côté aussi comme ça où tant que je suis chez mes parents, je suis très empêchée aussi dans ce que je peux faire ou ce que je peux explorer en fait. Donc je commence vraiment bah, déjà juste à sortir en soirée, vraiment, librement, en dehors toujours pareil des vacances au Portugal, seulement quand je sors de chez mes parents à 17 ans et demi en fait. Avant, je Ok. faisais tout en journée en fait. Tous mes méfaits, c'était la journée, école buissonnière parce que j'avais pas le droit de sortir le soir. Donc en fait, j'ai pris des mauvaises habitudes aussi comme ça, hein. Par contre, faut qu'on se le dise, c'est pas une très bonne idée d'empêcher ses enfants de sortir parce qu'ils sortiront quand même. Et donc quand ils sont censés être à l'école. Voilà, ça c'est dit. Et, mais du coup, j'ai commencé vraiment à sortir, aller dans les endroits que je voulais, etc. Bah, dès que en gros, j'ai eu mon bac, j'ai trouvé une piole étudiante à Lyon. Et du coup, j'ai commencé vraiment à sortir dans les bars jazz, etc., les trucs hip-hop, hein, bah, à Lyon, quoi. Donc, quand j'ai mon premier appart et que je vis dans une autre ville, du coup, pour pas justement être dans la ville d'où je viens, où il y a mes parents, etc., etc. Tu vois, avec tout ce truc de au quartier, tu fais pas certains trucs, quoi. Parce que c'est là où tu as grandi, où tu connais tout le monde, que c'est familial. Et il y a des choses, tu peux pas les faire. Tu vois, tu te permets pas, en fait. Et ça viendrait même pas l'idée, en fait. Donc, du coup, tu as une espèce comme ça de séparation des mondes. Et puis là, d'un coup, je peux vraiment enfin explorer. Et c'est vrai que par contre, les endroits où je sors, oui, c'était que des lieux soul, funk, hip-hop, quoi. Tous les endroits où je sors, c'est des musiques comme ça. Je vais pas ailleurs, en fait. Genre, je me suis pas retrouvée en boîte techno, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce La que dans techno, ces lieux, il y avait beaucoup de meufs ou de personnes queer? non, pas. Il y avait des meufs, mais justement, il y avait tout un truc de. Tu sens que c'est bien d'avoir des mecs qui t'accompagnent, quoi. Tu vois, c'est quand même vachement codé d'une façon genrée et tout. Là, c'est des lieux mainstream hein, où j'allais encore, hein. Ok. C'était pas des lieux libertaires ou je sais pas quoi. C'est après, en fait, que je commence à être du coup en lien avec des personnes qui sont plus dans des squats, qui font plus la jonction des gens. Ben, en revenant à Saint-Étienne, en fait, parce que Saint-Étienne, en fait, c'est ça. C'est que c'est une grosse culture underground avec beaucoup d'événementiels, euh, avec une attache à ce qui est politiquement sensé, tu vois. Donc très libertaire, très communiste, c'est quand même empreint de ça, tu vois, c'est prolétaire et c'est une ville minière. C'est en plein centre, mais c'est une ville minière. Et Mhm. du coup, il y a vraiment cette espèce de tradition-là qui se retrouve vachement dans tout l'underground, en fait, qu'il soit l'activisme politisé, mais qui se retrouve aussi dans les événements, en fait. Et donc, c'est un lieu, par exemple, où il n'est pas rare de voir dans la même soirée un groupe punk, un rappeur et un mix techno, quoi. Tu vois? Et c'est pas bizarre, en fait, à saint. Et c'est ce qui fait que Synthé, c'est si riche et si intéressant, en fait. Et du coup, les meufs, ça vient aussi avec donc le dépit de ce que j'écoute tout le temps qui me ressemble plus ou il me manque quelque chose.
Et aussi, ben, le dépit de voir en fait que même dans les festivals organisés par des potes ou des gens que j'estime, dont je respecte en fait le travail dans le milieu hip-hop ou dans l'activisme, etc., et ben, qu'il n'y a pas de représentation de meufs. Donc il y en a tellement peu que c'est abusé en fait. Et à un moment, moi, ça me fait péter des câbles parce que justement, j'ai commencé à diguer beaucoup avec Blood qui vit avec moi à l'époque. Là, je suis déjà un peu plus vieille. Blood, c'est un gars avec qui j'ai vécu pendant 6 ans qui était un rappeur de banlieue parisienne, d'Essonne, et que j'ai rencontré lors du hip-hop underground, justement à Saint-Étienne, qui était invité avec d'autres de ses raps, là. Et du coup, en fait, on se rencontre et ça match, nanana. Moi, à l'époque, je suis pas du tout dans l'idée que je puisse refaire ma vie avec qui que ce soit, et encore moins un mec. Bref, mais ça me tombe sur la gueule. Au bout de quelques mois, donc on s'en tiche. Lui, il est rappeur, je kiffe ses lyrics, on a plein de discussions hyper intéressantes, nanana. Et en fait, ça a nourri un flot, tu vois. Ce truc de, bah, moi, à l'époque, je suis dans mes mouvances à moi, lui dans les siennes. Et en fait, en se rejoignant, ça fait qu'on réfléchit à plein de questions, mais communément, tu vois. Et donc, il y a ce truc de s'intéresser à des meufs qui rappent. Et en fait, il y en a plein. Et on en trouve plein. Et lui, il a un talent de dénicheur de fou. Parce qu'il prend du temps et il est très structuré. C'est quelqu'un qui a beaucoup de discipline, en fait, d'autodiscipline. Du coup, s'il se dit que le matin, avant d'aller au boulot, pendant 1 heure, il est dans son ordi à chiner, pendant 1 heure, le matin, dans son ordi, il va chiner, tu vois. Il va le faire, en fait. Il va toujours se tenir à ce qu'il dit. Donc ça, c'est quelque chose de très bien parce que du coup, c'est fiable. Donc aussi dans le boulot ou dans la conception. Je dis ça, c'est pas pour rien, parce qu'après, je dirais comment il a eu un rôle essentiel, justement, dans la construction du FMC. Et, euh, et du coup, il y a ce truc qui me fait chier, quoi. Et je commence à en parler, en fait, à râler, en fait. Je commence à dire, en fait, que ça me va pas, que des mecs qui sont bah, justement hyper ouverts d'esprit, que je connais, qui sont par ailleurs des potes, qui sont activistes, bah, qu'en fait, ils mettent pas de meuf sur leur putain de scène, quoi. Ou ils en mettent une fois de temps en temps. Une fois, c'est une bassiste, une fois, c'est une rappeuse, une fois, c'en est une autre. Après, du gros calibre, hein, par contre, ça, on va pas se cacher. Par contre, tu vois, Lagal ou Kazé, ouais, c'est bon, t'as posé, tu vois. T'as mis Lagal ou Kazé sur scène, t'as fait ça bien. Mais je veux dire, il n'y a pas qu'elle, quoi. Et du Ouais. coup, à un moment, on sort d'un spoken word, parce que du coup, oui, dans les fameux trucs qu'on faisait à Saint-Thé, on faisait aussi ça, on faisait des soirées spoken word, et donc moi, souvent, je participais, parce que ça me permettait aussi de boire gratuitement, un texte dit, un verre offert. Et du coup, j'y vais souvent, mais là, du coup, souvent, moi, j'écris sur place, tu vois, je suis pas en mode... moi, j'ai jamais été dans l'idée de d'écrire des trucs hyper réfléchis ou retravaillés. Je suis plus dans un truc de la spontanéité de ce que je ressens. J'écris, je mets sur papier, vas-y, je le dis à haute voix, et puis voilà, tu vois. C'est plus Mm. mon délire, en fait. Si je me corrige, j'ai l'impression que je suis pas honnête avec moi-même. Du coup, ça va pas. Du coup, ça m'allait très bien comme format. Et donc, je sors d'une soirée comme ça, et donc il y a un des gars qui est aussi rappeur par ailleurs, et qui est d'ailleurs dans un crew de rap où il y a une meuf en plus et qui me dit, ah ouais, alors comme ça, tu te dis qu'on est des putes parce qu'on met pas de meufs sur nos scènes, et nanana. Tu dis si, ça. Je dis, alors déjà, je dis pas ça puisque je n'utilise pas pute comme une insulte, donc il y a un problème dans ce que tu me dis. Mais oui, j'ai critiqué le fait qu'il n'y ait pas assez de meufs sur vos scènes, et oui, ça me fait chier. Il me fait, mais t'en connais, toi, des meufs qui rappent? Je fais, ouais, j'en connais plein. Il me dit, bah si t'en connais, t'as qu'à les mettre sur scène toi-même. C'est le défi, en fait, qui m'a lancé. Et ça, c'est 2013 ou c'est un peu plus tôt du coup? Ah non, c'est plutôt ça, il me le dit, ça doit être quoi? Je dois être à 1 an de la sortie d'hôpital, c'était ma période où en gros j'ai failli crever suite à une chirurgie qui a eu des complications, nanana. Et suite à ça, comme j'ai eu l'impression de survivre et que cette année-là j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi, j'ai eu une espèce de complexe du survivant qui m'a fait avoir envie de sentir que ma vie était utile. Je le vivais un peu comme une deuxième chance. Et du coup, j'avais besoin de sentir que je refaisais plus le monde dans mon salon, mais que je faisais les choses, tu vois. Et donc, c'est dans cette mouvance-là et dans cette énergie-là où, du coup, j'avais commencé le collectif Sans Papier pour aider les personnes, tu vois, bah, en situation d'irrégularité sur le territoire français. Et d'autres trucs, tu vois, un peu en dilettante, un peu la radio féministe, un peu machin, où d'un coup, je commence à m'impliquer beaucoup plus et à être plus dans un truc de je dois faire les choses, je veux faire les choses, je veux sentir que cette chance, je l'ai pas pour rien, quoi. Et du coup, c'est dans cette mouvance-là, à moi, psychologique, où je suis dans ce truc des faut faire les choses, où en fait, on me lance ce défi. Et c'est cette conjonction-là, en fait, qui fait que du coup, moi, ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Parce que moi, en vrai, j'avais pas pensé du tout, hein. Moi, j'étais à fond, j'écoutais à fond. Évidemment que j'étais super public de tous les concerts rap, donc de toute façon, oui, par contre, tout le monde savait que je connaissais, que j'aimais. J'assistais souvent des fois au In Da Zone de Dim. Enfin, tu vois, j'avais une visibilité dans cet univers-là par goût, par passion, tu vois. Mais par contre, moi, je faisais rien, tu vois, je produisais pas, j'étais pas beatmaker, j'étais pas rappeuse, enfin, rien de tout ça, quoi.
Mais par contre, tout le monde savait la passion que j'avais pour ça. Ça, par contre, c'était su, tu vois. Et oui, quand il m'a dit ça, ouais, j'ai pris comme un défi. Et du coup, on est sur le chemin du retour avec Blood à la maison. Et je le regarde et je fais, non, mais du coup, je vais le faire en fait. Et il me regarde, il me fait, mais toi, t'es une malade. Comment tu vas faire ça? Tu te rends compte de ce que ça représenterait? Parce que là, du coup, moi, je lui dis tout de suite l'idée que j'ai, comment je pense comment je commence à l'imaginer et tout. Et il me dit, ouais, ouais, l'idée, elle est bien. Mais tu vas faire ça comment? Tu vas monter une asso? Ah non, je m'en fous, je fais tout en indé. Je vais tout faire en autoprod, je dois rien à personne. Je vais pas me justifier auprès des politiciens locaux, bla 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 bla. Donc en plus, je pars de cette idée où si j'y arrive et si je le fais, en gros, je le fais avec ma thune, quoi. Donc bah ouais, bah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, ouais. Mais putain, on l'a fait, voilà, c'est tout. Et du coup, entre le moment où on a commencé à se le dire et le moment où moi j'ai nana, et que du coup, Blood il m'a dit, ok, déter, vas-y, je te suis. Au début, j'ai dit, je m'en fous, je m'implique pas là-dedans. Après, il m'a dit, si, je vais t'aider quand même. En gros, au niveau thune, il m'a donné le tiers de ce que ça a coûté le premier. Moi, j'ai mis les Ok. deux autres tiers. Sur l'ensemble, ben, on a perdu 300 balles la première année. Parce que l'idée aussi, c'était de le rendre accessible, en gros. Donc, même si moi, ça me coûtait grave de thunes et que j'étais consciente hein, que je risquais d'en perdre à chaque fois, hein. Je me suis jamais fait trop d'illusions. L'idée, ça n'a jamais été de faire de l'argent de toute façon. Ouais, Du donc coup, tout ce que vous avez monté, donc ce première édition du FEMSI Fest, c'est avec vos propres thunes, quoi. hip-hop, Ouais, DIY. DIY. Bah ouais, Ok. bah ouais. Ben, en fait, j'ai jamais monté d'assaut, j'ai jamais posé le nom. Enfin, après j'ai déposé le nom, mais pour d'autres raisons. Mais à la base, j'ai jamais voulu faire ça, j'ai jamais pensé comme ça, ce truc. Par Donc, il n'y a contre, le pas de nom pour statut moi, social, en fait, quand vous non, faites ça. Ok. non, non, il n'y en a pas. Par contre, c'était hyper important pour moi qu'il ait une propre identité. Et c'est pour Ouais. ça que le nom, je l'ai cherché longtemps, hein. Et que Femme6 Fest, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, mais c'est dur à dire, nanana. Et moi, je sais pas, j'étais convaincue, tu vois, même le graphisme, le fait de la répétition du F et tout, moi, dans ma tête, ça, c'était trop beau. Pour moi, j'avais trouvé le truc qui passait trop bien, qui était comme une évidence, tu vois, les Femme6, festival, très bien. Parce qu'il y avait rien que ça, tu vois, rien que ce terme anglophone, en fait, de Femme6, il y en avait plein, ils le connaissaient pas, hein. À l'époque, je te jure, il y en a plein, ils savent pas en fait qu'il y a un terme, tu vois, qui féminise MC et qui dit femc. Il y en a plein, ils savent. Bon, après, il y a plein de meufs aussi qui rappent et qui aiment pas s'approprier ce terme, hein, par contre, hein. Ça, après, c'est bon choix à moi. Mais en tout cas, il y avait plein de gens qui connaissaient même pas le mot, quoi. Et du coup, quand je disais, bah si, le femc se fait, ça, là, il y a plein de gens, tu vois, que ça interrogeait, qui comprenaient pas le délire. Là. Du coup, il fallait que j'explique femc, c'est un anglicisme, gna, 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 tu vois. Mais moi, du coup, je trouvais ça graphique et je trouvais que ça tombait bien dans l'oreille, tu vois. Peut-être c'est pas facile à dire quand tu connais pas le mot initialement, mais en vrai ça passe bien. Et je trouvais que ça c'était bien pour moi c'était important qu'il ait un nom qu'on reconnaisse pour qu'on l'appelle par son nom. En gros c'était comme si c'était tu sais comme tu donnes le nom à ton enfant, tu vois. Et moi j'ai vraiment vécu comme ça. En gros c'était un bébé, je voulais qu'il ait un nom et que ce soit sa propre identité. Je voulais pas qu'on dise le festival de synthé, le festival de Do, le festival de Blood, le festival du crew bizarre où il y a des punks et un peu de tout le reste, tu vois. Non, je voulais que ce soit le Fem6 Fest, quoi. Et en plus, par contre, ça s'est resté, ça a marché, parce que par contre, les gens connaissent vachement bien le nom du festival, du coup. C'est quoi ces missions, du coup, ces objectifs, au-delà de programmer des meufs À la base, bah, je vais te dire, à la base, moi, ma motivation, c'était tout con, hein. C'était vraiment, en gros, mettre des meufs sur scène, pas que des meufs, mais mettre des meufs en avant sur scène, vu qu'il n'y en avait pas, soi-disant, bah, prouver que s'il y en a, que la programmation, elle tue. Parce que je voulais aussi prouver que c'est pas le fait de mettre des meufs en fait, c'est le fait de prouver qu'il y a du bon rap de meufs en fait. Parce que moi, j'allais pas dégrader en fait mes aspirations rap, alors que c'était tout le contraire. Ce qui faisait que j'en écoutais à fond à ce moment-là, c'est que je les trouvais vachement plus enrichissants leurs textes et que ça me parlait beaucoup plus et que je trouvais qu'il y avait du travail lyrical et de fond qui était autrement plus intéressant que ce que faisaient les mecs habituellement en fait. Du coup, à ce moment-là, moi justement, j'insiste pour faire un truc qui prouve ça, quoi. Mettre des meufs en avant sur scène, mais alors pas du tout dans un délire séparatiste, contrairement à ce que les détracteurs ont pu en dire, ou au contraire certaines féministes radicales qui étaient déçues que dans mon crew d'orgueil et des pélos. Ben ouais, bah, je suis désolée, mon crew d'orgueil, c'est mes potes, c'est les gens en qui j'ai confiance, sinon je suis pas bien. Donc voilà, et que moi, dans mon crew d'orgueil, il y avait des gens qui n'étaient pas spécialement hip-hop, hein. Il y avait Kif, c'est un punk. J'avais des potes, c'était des PD technoïdes qui en fait faisaient à la base plutôt de la réduction des risques, etc. Il y avait vraiment tout dans mon crew. T'avais des meufs, des gars, des punks, des PD, des lesbiennes, des hétéras, il y avait tout quoi. Et juste, c'était des potes en fait. C'était un crew de potes qui se faisaient confiance.
Et du coup, moi, ça m'allait très bien de marcher avec eux. Après la première édition, du coup, il y a une pote qui m'a présenté quelqu'un qui avait genre la, la même idée que moi d'organiser un truc comme ça. Du coup, la première année, en fait, je me suis joint à cette personne, du coup, où elle s'est jointe. Ou en tous les cas, on a fait en sorte que nos idées concordent. Moi, j'avais déjà lu, en gros, La Gueule Noire, donc le lieu où je l'ai fait la première fois, c'est un centre social autogéré. D'accord? Ouais. Et moi, c'est un lieu que je fréquente beaucoup, il y a beaucoup d'activités et où, par exemple, on fait entre autres la permanence du collectif sans papier. Donc, c'est un lieu où, en gros, je gravite déjà et que du coup je connais, dont je connais l'orga, dont je connais l'organisation du bar, dont je sais quelles elles sont, où il y a déjà eu d'autres concerts, parce que du coup bah, je vais avec un rappeur, donc aussi il y a ce truc de, il y a d'autres concerts qu'on a déjà fait dans ce lieu, et puis on avait déjà fait des concerts en amont justement en soutien au FEM6 Fest. Donc il y a déjà toute une énergie quand même organisatrice qui est déjà en place. Et là en fait c'est juste du coup le faire sur un projet qui va durer 3 jours, 3 nuits. Mhm. J'insistais aussi, ah ouais, voilà, je voulais qu'il y ait plusieurs langues et qu'il y ait plusieurs horizons en fait de l'Europe. Et du coup, je voulais absolument que chaque soir, j'avais de hautes exigences qui étaient très chères. Du coup, je voulais qu'il y ait en gros, qu'il y ait, je sais pas moi, que un soir, il y a de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, du français, que l'autre soir, il y ait du grec, du je sais pas quoi, du je sais pas quoi. Mais j'avais envie qu'il y ait cette variété et des raps dans les sons, dans les Mhm. sonorités ou les thématiques, mais aussi dans les langues. Donc, du coup, forcément que ça te fait une prog que tu dois millimétrer, quoi, en gros. Comment tu les Et trouvais, les artistes, du coup? Tu les cherchais en alors, amont pendant des mois ou... Parce que c'est vachement de taf quand alors, même de monter ce genre de choses. en gros, il y avait, je disais que c'était le dénicheur de talentueuse. Voilà, Blood, il fait le dénicheur de talentueuse. Moi, j'en écoute. Il m'envoie des trucs. Moi, sur ce qu'il m'envoie, je dis ce que moi, je préfère. Et sur ce que moi, je préfère et que ça me paraît possible d'inviter, je vais sur la page YouTube de la meuf et je regarde si elle a un Facebook et je vais parler à la meuf. En fait, j'ai fait un truc que tout le monde aurait pu faire. En Ok. fait, le seul truc que j'ai pas fait comme la plupart des gens, c'est du coup cette exigence de l'indépendance. Après, c'est pas pour rien que j'avais ça en tête. J'avais cette exigence-là dans ma tête parce que je voyais en fait les problèmes sur d'autres associations dont je faisais partie, du coup, Mhm. et je voyais comment c'était dur, en fait, cette réponse, tu vois, de l'exigence de la subvention, faire des dossiers, les motiver, rendre des comptes. Et rendre des comptes aussi, qui sont finalement sur un terrain politique. Et moi, ça m'allait pas du tout, hein. Du coup, je voulais bien le gérer dans les autres assos, mais c'était déjà super lourd, tu vois, te coucher tard, faire des comptes rendus, des machins, nan, nan, c'est bon. Je donnais déjà assez. C'était une période où je bossais beaucoup, où je faisais beaucoup de choses en plus du boulot standard, et où du coup, je faisais aussi des trucs un peu illégaux pour faire de l'argent, entre autres pour payer le FEM6 Fest, par exemple. Donc, j'étais très, très occupée et très, très débordée, en fait, et très, très épuisée aussi. Du coup, j'y suis arrivée, mais ouais, par contre, c'est clair que ça a été à la sueur de mon organisation, de ma santé morale et de ma fatigue. Ouais, c'est clair que ça n'a pas été évident. Mais ça, chaque année, ça a été comme ça. Il y a eu des fois où, en gros, je me débrouillais pour trouver la thune pour payer le billet d'une artiste le jour même où c'était la date limite que j'avais pour lui payer son billet, quoi. Donc, Mhm. ça demande une organisation, on va dire, du dernier moment, une organisation last minute qui est pas facile, hein. Parce que toutes les personnes étaient bénévoles en plus, j'imagine, évidemment. Alors, tous mes potes, ils faisaient ça bénévolement. Par contre, je les laissais boire gratuit, normal, tu vois. Et les artistes, je les payais pas. Je pouvais pas faire de cachette, imagine bien. Mhm. J'invitais au moins 6 artistes par soir, sachant que toutes, elles avaient le droit d'inviter leur backer, leur DJ, leur danseur, etc. Donc, si elles venaient avec un groupe de 4, moi, je payais le billet d'avion des 4, hein. Je devais les héberger. Donc, l'hébergement, ça, je me débrouillais aussi avec les potes et le réseau autour. Parce que c'est l'avantage, en France, on arrive à avoir des appartements, on a la cave, donc les gens, bah, ils peuvent héberger, t'as vu? Et surtout à Saint-Étienne, parce que c'est une ville où les loyers sont pas chers, c'est l'avantage. C'est-à-dire que même tes potes pauvres qui sont RSA, ils ont des apparts, tu vois. Ça, c'est très bien. Et, Ok. et après, bah, la bouffe. Donc, on cuisinait vegan. Il y avait l'exigence qui est repas midi, repas soir pour les artistes qui voulaient manger dans le lieu. Donc, on prévoyait pour le nombre d'artistes par jour, tout le temps. Et si l'artiste voulait rester tout le temps du festival et elle restait tout le temps du festival, elle pouvait manger et boire gratuitement tout le festival. C'était comme ça à la Ok. base. Donc évidemment que ça représente un coup de fou. Enfin, t'as beau essayer de limiter, oui, c'est cher quand tu veux mettre tout le monde bien. Enfin, je veux dire, j'aurais acheté, la plupart, j'aurais acheté même leur fume, hein. Elle débarquait, si quelqu'un me disait, ah ouais, je veux ça, ben, je lui trouvais sa fume, quoi. Donc, j'essaie vraiment de pourvoir à tous les besoins, quoi. Pour qu'elles aient, en gros,
vous acceptez de faire partie du projet pour le hip-hop, pour montrer qu'on peut y arriver sans grand-chose et qu'on peut faire un truc beau et se rencontrer entre nous. Du coup, moi, je veux honorer ça en faisant en sorte qu'en gros, ça te coûte rien et que tu sois bien. En gros, c'était ça mon deal. Parce que même comme ça me coûtait déjà cher, en fait. Donc, je pouvais pas faire plus, quoi. Et ça a été quoi les réactions après la première édition, les retours que tu as eus? Bah, en gros, les artistes, il y en a plein. Bah, justement, en fait, toutes les artistes meufs dans le rap, la plupart avaient très peu de connexion avec d'autres artistes meufs, justement. Parce que toutes, généralement, pas toutes, mais la plupart, elles ont d'abord été soutenues par des sauces mecs, en fait. Et du coup, toutes, elles ont un coup de pélo derrière elles, mais elles n'ont pas tellement l'occasion de rencontrer d'autres meufs qui font la même chose qu'elles ou qui ont réussi à s'en extraire ou à tirer leur carte du jeu, en fait. Et là, d'un coup, ben, toutes, pendant 3 jours, elles se rencontrent pour manger, pour boire, elles passent, tu vois. Et il y a un côté hyper familial comme ça, la Gueule Noire. C'est pour ça que c'était bien aussi de le faire dans ce lieu. C'est que du coup, il y avait la cuisine, il y avait l'espace, il y avait d'autres espaces où on pouvait organiser les ateliers aussi. Donc, du coup, il y a vraiment tout ce truc où, en gros, elles ont aussi l'occasion de se voir en dehors de la scène et de se voir après sur scène, quoi. Et bah, par exemple, ouais, j'ai eu des réactions. Un des trucs le plus beau, je pense, c'est vraiment la Fouria qui se tatoue sur son bras la FM6 Festista pendant le festival, tu vois. Ça, je crois que ça a été un tribute, tu vois. Elle m'a serré dans ses bras, elle m'a dit, tu m'as fait vivre la plus belle expérience de ma vie, quoi. Donc Mhm. voilà. Quand on dit un truc comme ça, par exemple, c'était hyper beau. Ah oui, et parce que moi, voilà. Alors, parce que c'est intéressant ce que toi, tu m'as dit, le fait que ça ait mis, tu vois, que ça a donné de l'impulsion aux meufs et aux queers dans le rap, tu vois. Et en fait, ce qui est fou, c'est que par exemple, moi, à la base, chaque fois que quelqu'un essaie de me dire ah, mais c'est un festival féministe, non, c'est un festival de hip-hop. Ah ouais, mais c'est un festival de queer, non, c'est un festival de hip-hop. Et en fait, moi, j'insistais là-dessus, pourquoi? Parce que j'essayais de remettre les pendules à l'heure sur le fait que le hip-hop, initialement, ça permet ça, en fait. Ça n'a jamais été excluant. Il n'y a jamais eu un problème qu'il y ait des meufs dans le hip-hop. Il n'y a jamais eu un problème avec le fait que des meufs elles portent des baggy ou que tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'insistais sur le fait que tu n'as pas besoin d'y mettre ce genre d'étiquette parce que le hip-hop en soi, initialement, c'est ça que ça propose. Et moi, je voulais revenir à cette idée source du hip-hop en mode bon, un peu idéaliste, ok, et un peu universaliste de la Zulu Nation en fait, tu vois. Et moi, j'étais vraiment dans ce move-là. Et Blood, pareil. C'était vraiment cette idée. Et du coup, pour moi, j'avais pas besoin de dire c'est un festival féministe ou c'est un festival, je sais pas quoi. Non, c'est un festival de hip-hop. Et si c'est hip-hop, c'est de toute façon, par effet, et féministe, et queer-friendly, et nanana, et ouvert à toute personne, en fait. Parce que c'est pas censé être une politique ou une spiritualité du rejet, en fait, le hip-hop. Pas du tout, quoi. Oui, sauf que pour le plus grand nombre, c'est pas du tout associé en fait. Hip-hop et féministe, ça n'a rien à voir ensemble. Même si toi tu le sais parce que tu es de l'intérieur et que tu sais que c'est comme ça, mais le grand public, même aujourd'hui encore, voit pas forcément le lien. Bah oui, mais c'est pour ça que c'était intéressant d'insister sur le fait que c'était hip-hop et de faire un festival comme ça. C'est que du coup, parce que j'ai eu plein de détracteurs, même dans mes potes, hein, il y en a plein, ils ont été frileux, hein, je te le dis, hein. Franchement, il y en a plein, ils m'ont dit, ouais, mais ton idée, c'est vachement ghettoisant. Nan, nan. Pourquoi c'est ghettoisant? Ah ouais, bah en fait, ce que je vous ai dit que vous faites tout le temps avec les mecs, quoi. Et en plus, c'était pas du tout comme ça, parce que en plus, regarde comment j'ai posé le truc, comment c'était net, quoi. En gros, il n'y avait pas du tout de non-mixité pendant le festival, en tout cas pas pendant les concerts. Sur scène, j'insistais juste pour que la première voix soit une voix de meuf. Quand je dis meuf, entendu, personne qui a une expérience de meuf, que ce soit une meuf trans, que ce soit un gars trans, que ce soit une meuf cis, quelqu'un qui se sent à sa place sur cette scène, en gros. Mhm. Tu vois? Mais il n'y avait pas du tout l'exclusion des backers, des DJ, de n'importe quel mec qui soutient la personne en question. Mais soyez bienvenus, quoi. Et il n'y a jamais eu un truc de vouloir exclure qui que ce soit. Moi, si la meuf artiste qui accepte de venir, elle me dit, ah ouais, j'ai mon backer, c'est mon homme à tout faire de toujours qui me soutient, qui est full support, bah, il a sa place sur cette scène. En fait, il t'a toujours soutenu. Tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est pas de l'en jeter. Le seul truc qui pouvait être en mixité choisie, c'était les ateliers. Et pour des raisons qui, moi, me semblent évidentes, même si apparemment je dois encore l'expliquer, parce qu'il y a peu, on m'a demandé, ah, n'importe quoi. Évidemment qu'un atelier où tu vas faire du bounce avec ton cul, où tu vas faire un atelier d'écriture où les meufs elles vont s'épancher sur des trucs super intimistes, nan, bah ouais, c'est normal en fait que la personne qui anime l'atelier, en plus librement, elle décide de quelle mixité elle veut ou pas dans son atelier. Et en fait, moi, jamais je vais lui dire comment elle doit faire son atelier alors qu'elle le propose, tu vois. C'est mort. Tu vois, c'est elle qui décide. Si elle dit mixité choisie, que des meufs, ou meufs trans, PD, ou je sais pas quoi. En fait, elle décide, tu vois. Et moi, jamais j'irai contredire ça. Et surtout pas en atelier, quoi. Mais par contre, sur la scène et dans le public, en soirée, etc., j'ai jamais, mais jamais dit que les gars étaient pas bienvenus
ou que les personnes pouvaient pas venir, enfin jamais. Mais je sais qu'il y a eu des trucs comme ça qui se sont dit sur le festival justement. Il y a eu des gens qui ont pensé que le festival lui-même était en non-mixité, par exemple. Et c'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai. Ouais, hein, j'avais des potes un peu radicales féministes de Marseille, quand elles sont arrivées, qu'elles ont vu mon crew, elles ont vraiment été étonnées de voir qu'il y avait des mecs dans mon crew. Mais t'as des gars dans ton orga? Ça les surprenait, tu vois. Alors que moi, c'est mes sens de toujours, bah ouais, ils sont là, tu vois, c'est tout, hein. Enfin, tu vois, je sais pas, je vais pas exclure les gens que j'aime parce que ça va vous rassurer, quoi. Et je veux dire, la personne qui était le plus porteuse et soutien et présente derrière moi, c'était Blood. Bah, Blood, c'était un gars cis, quoi. Donc, tu veux que je fasse quoi? Je vais exclure Blood pour que ça vous rassure, alors qu'en fait, c'est un des piliers de l'organisation et de la pensée et même du déni, de la dénicherie d'artistes. Franchement, sans Blood, il aurait jamais eu cette gueule-là, le festival. En vrai, hein, Blood, c'est trop mon sauce, tu vois. C'est celui avec qui on pouvait parler de tout et avec qui, justement, sur cette question du hip-hop, c'était tellement fluide. Alors, et en plus, il y avait ça, c'est que généralement, après, ça facilite forcément, c'est une coïncidence, mais on avait tendance à préférer les mêmes. Ça facilite le choix. Ouais. Généralement, on avait un peu les mêmes clips sur le même genre d'instru, le même genre de vibe, tu vois. Bah, genre une que moi j'adore toujours d'ailleurs, hein, qui a sorti un album que je trouve excellent d'ailleurs l'année dernière, là, en fin d'année dernière. Bah, Lena Factor, elle est sur mon premier FM6, Ouais. tu vois. Mm. Lena, c'est une tueuse. Je trouve que c'est une tueuse. Il y a des trucs comme ça, quand je regarde en arrière, juste je me dis, franchement, les meufs, j'ai mis sur ça. En gros, c'est comme si j'avais vu les concerts que j'aurais voulu voir et que du coup, je les ai faits. Tu vois ce que je veux dire? En gros, tu mets les meufs que tu as envie de voir sur scène, qu'on voit pas, bah tu dis, vas-y, je fais en sorte que ben, je puisse les voir sur scène, quoi. C'est comme si tu organisais ton concert préféré Ouais. et qui te donne l'occasion de montrer aux gens, bah ça, la qualité, du bon Peura. Et oui, non pas ghettoisant comme ils ont voulu le dire là, juste super hip-hop, quoi. Hyper welcoming, parce que du coup, bah, il y avait de tout dans cet espace. Il y avait de tout type de personnes et toutes les personnes se sentaient, je pense, très libres d'être ce qu'elles étaient. Et c'est pour ça que c'était beau. Du coup, il y a eu 5 éditions, c'est ça, 5 ou 6? Bah, il y a eu des soirées qui n'étaient pas le festival, par contre, Ouais. parce que du coup, bah, des fois, ça a été trop tendax niveau thune, quoi, aussi, hein. Parce que bah, t'imagines bien, plus il y a de pays, plus il y a de billets d'avion, plus ça coûte cher aussi, hein. Bah, c'est pour ça qu'en plus de mon travail, à l'époque, j'étais prof. J'ai jamais été titulaire, j'étais contractuel, j'étais sur 3 établissements, je faisais beaucoup, beaucoup d'heures. Et que bien sûr que, en plus de ça et de tous mes autres trucs, oui, bien sûr que j'étais obligé de trouver d'autres moyens de faire de la thune. Ça risquait pas d'être juste avec ce que je gagnais que j'allais réussir à payer le FEM6, hein. Donc oui, j'ai trouvé de la ressource, mais n'empêche, je l'ai fait. La dernière édition, donc c'est 2018, c'est bien ça? Ouais, Ouais. Et qu'est-ce qui s'est ouais. passé? Donc ça s'est arrêté à cause de ça, pour des problèmes de tout simplement économiques? Alors, la 2018, donc moi, je vis déjà au Portugal depuis 2016. Moi, je suis parti normalement pour m'installer avec quelqu'un avec qui j'étais. Cette personne, quand elle est venue me rejoindre, s'est suicidée. D'accord? Donc, Ok. ça a été un gros chaos dans ma vie. Donc, déjà, il a fallu que je me retrouve du coup seule au Portugal en ayant perdu la personne que j'aime, ma fille qui était restée en France, moi qui me retrouve sans ressources, sans appart, nan. Heureusement que j'avais mes parents ici, putain, heureusement que j'avais les darons, je te jure. Et au moment où ça arrive, en plus, eux n'étaient pas là, eux, ils étaient en France. Du coup, il y a eu déjà tout un temps de je me remets de ça et j'essaie de me construire une vie ici parce que je pensais qu'il fallait absolument que je me prouve à moi-même que ça tenait pas à ça et que j'allais quand même le faire, mon rêve d'habiter au Portugal, tu vois. Mais du coup, quand il y a l'organisation du dernier qui se fait, moi, j'ai lâché. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je l'ai laissé à d'autres personnes et elles en font ce qu'elles veulent. Et début 2000, donc régulièrement, on me sollicite un peu sur certaines questions, nanana. Moi, je dis de loin, et puis bah, je suis un peu, mais j'essaye de pas trop suivre parce que je ne veux pas m'impliquer alors que je suis loin, en fait. Parce que c'est très compliqué. Et qu'au Portugal, du coup, j'ai complètement une autre vie. Je veux dire, au Portugal, tu travailles beaucoup pour gagner très peu, donc tu as très peu de ressources, tu es très impliqué dans un travail pas forcément super intéressant et qui te prend beaucoup de temps et beaucoup de ton énergie. Donc, de toute façon, tu n'as pas l'espace, tu vois, de faire ça. T'as pas le luxe que tu as quand tu es en France avec une bonne sécurité sociale, la CAF, les APL, etc., etc. Je veux dire, c'est une autre vie que j'ai ici. Du coup, il y a deux de mes super potes qui viennent me visiter en début d'année 2018, justement, avec une feuille, un machin, un nana, en train de me dire, mais s'il te plaît, elles viennent en tant que potes, hein, elles viennent pas pour le FEM6, hein,
Mais du coup, elles me disent comment c'est quand même compliqué, sans que moi j'intervienne, d'avoir en gros des lignes directrices claires et de faire ça bien. Du coup, j'accepte à leur demande de me réimpliquer dans le projet en me disant, OK, bah, tu sais, je vais en fait essayer de les aider du mieux que je peux, mais en étant loin. Et le résultat de ça, c'est qu'il y a eu des personnes, moi, que j'appelle des infiltrés, en fait, qui n'étaient pas du coup de mes potes à moi de base, et qui, je pense, avaient beaucoup d'ego aussi, et qui étaient dans un truc de trouver la faille pour se le réapproprier, le projet, je pense, tu vois. Je pense que l'idée, Ok. c'était ça. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai ressenti. Et Mhm. après, ça a été super loin, ça a été hyper violent pour moi, pour ma fille. Il y a eu des communiqués qui ont été écrits sur Internet, où d'ailleurs on a donné mon prénom en entier. Il y a eu des trucs vraiment hardcoreux, genre brûle la sorcière sur la place publique, là, alors que des vrais ennemis, on en a beaucoup tous, je pense. Et que c'est toujours dommage quand on essaye de brûler les alliés, mais bon. Et du coup, c'était une expérience super traumatisante, hein. Donc en fait, tu t'es fait, on va dire, voler ton projet, c'est ça pour la dernière édition? Bah, ça, en tous les cas, ça a récupéré la caisse. Moi, Ouais, après, la dernière d'accord. édition, par contre, c'est pas moi qui ai mis l'argent, la dernière édition. Moi, Ouais, ok. moi, c'était pas du tout en mesure, hein. Oula, du Oui, vois, mais le bon, Portugal avec ça restait 1800 ton par. projet. Mais par Oui, contre, oui, moi, j'estime que c'était quand même mon bébé initialement. Moi, pour oui. moi, je me suis senti la coucher, hein, c'est pas une blague, hein. Moi, j'ai vraiment eu un truc. C'était Riam et Shinies qui avaient fait une espèce d'impro où elle répétait le nom du festival sur un beat. Et je te jure qu'à ce moment-là, je me mets à pleurer. Je sens tout le poids de la difficulté que ça a été, mais dans ma tête, je suis en train d'accoucher de mon projet. D'un coup, je réalise qu'il existe, qu'il a son identité, Ouais. quoi. Et pour moi, c'est mon bébé. Et du coup, moi, j'ai toujours encouragé les gens, et allez-y, mais faites-en des festivals de hip-hop de meufs, franchement. Mais au contraire, moi, je suis la première à vouloir appuyer ça. Par contre, ouais, j'avais pas envie qu'on utilise le nom de ce projet si on lui donnait pas la même énergie, la même volonté et la même volonté hip-hop initiale, en fait. Mhm. Et moi, j'ai senti qu'il y a eu un truc comme ça. Bah, déjà, ça a voulu le faire dans une grande salle, en coprod. Moi, c'était pas mon délire, ça. Moi, mon délire, c'était de montrer justement qu'avec des bouts de ficelle, on pouvait faire un truc trop bien. Et que ça gâchait rien à la qualité, en fait. Et je préférais qu'on soit 300 dans la salle, mais qu'on soit 300 hyper bien tous ensemble, que on soit 1000 ou 1300, tu vois. Enfin, moi, je m'en tape qu'il y ait plein de nombres, en fait. Je voulais juste que ce soit hyper bien. Mhm. Et du coup, bah, comme je n'avais pas non plus de pouvoir décisionnel, j'ai essayé de m'adapter à ce que les personnes produisaient au fur et à mesure. Mais moi, j'assistais pas aux réus, du coup, et je recevais que les comptes rendus. Évidemment, les comptes rendus sont pas nominatifs. Donc, en fait, quand il y a une idée qui est proposée, je sais pas de qui elle vient, moi, l'idée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je réagis juste sur l'idée par rapport à ce que je connais de la logistique du festival. Donc, en fait, sur de l'expérience et de la pratique, tu vois. Et en fait, il y a certaines personnes qui l'ont pris comme un truc personnel, qui pensaient que c'était volontairement que je rejetais systématiquement l'idée de cette personne, nanana, alors que je savais même pas que c'était les siennes. Bref, c'est des trucs d'ego à 2 balles, mais qui sont devenus des trucs super hardcore. Enfin, ma fille, elle s'est quand même fait taper, hein. Donc, ma fille, à l'époque, elle a 18 ans, tu vois. Donc, je peux te dire que ça nous a bien marqué. Surtout que c'est elle qui a été traitée comme quelqu'un de violent au micro. Donc, ça aussi, tu retiens bien. Ça a été hyper hardcore. Et en fait, ça a été tellement hardcore, bah, tu as l'impression qu'on te dépossède un truc que tu avais fait, qui avait une super belle énergie, qui était hyper hip-hop, qui était hyper beau. Et que subitement, en fait, bah, les gens, ils ont fait un truc dégueu, quoi. Et c'est les mêmes gens qui le critiquent et qui du coup t'insultent dans tous les sens, c'est des gens qui vont récupérer la caisse des bénéfices à la fin. Moi, Ok. personnellement, l'argent de mes ennemis, je vais pas le chercher, quoi. Mhm. Je leur laisse, j'en veux même pas, tu vois. Oui, Bref, on c'est n'a pas clair. les mêmes principes, quoi. On n'a pas les mêmes principes, en fait. Je pense juste à la base, on vient pas des mêmes milieux, parce que je pense qu'il y a aussi de ça, peut-être, ou de la même culture, parce que pour moi, il y a eu des choses qui ont été faites ou dites que j'aurais jamais géré de cette manière-là, en fait, moi, personnellement, et que du coup, j'ai laissé faire parce que je me sentais pas du tout de possibilité d'interagir à ce moment-là. Donc, j'ai essayé de sauver les meubles, en fait, avec ben, les artistes qui me connaissaient déjà, qui comprenaient pas ce qui se passait, les nouvelles en essayant de les rassurer. Et puis, je jonglais entre le fait que, par contre, j'avais mes potes qui étaient en mode soutien. J'ai même eu des anciens élèves à moi qui sont venus, les pauvres, ils sont venus pour rapper, ils se sont fait jeter parce que c'était des mecs, donc on voulait pas leur lâcher le mic. Enfin, plein de trucs qui se passaient pas quand, en fait, j'étais derrière le projet, en fait. Moi, les open mic, ils ont toujours été mixtes. J'ai jamais empêché des mecs de rapper pendant un open mic, quoi. Et là, moi, j'ai mes anciens élèves, les petits bouts de chou, là, qui arrivent, qui ont grandi, qui sont trop contents de me retrouver et tout ça, et qui veulent rapper, quoi, qui veulent kicker. Et en fait, les meufs leur disent non, catégorique, quoi. Donc, plein de trucs comme ça, tu vois, qui, pour moi,
on fait que ça a dénaturé le projet, en fait. C'est-à-dire que moi, ce que j'en ai fait à la base, qui pouvait montrer qu'il y avait une unité possible et qu'on pouvait faire de la qualité, tout en mettant les personnes qu'on n'a pas l'habitude d'écouter en avant, et ben d'un coup, c'est devenu un truc qui faisait contradiction avec tout ce que moi, j'avais eu envie de défendre. Alors, par contre, sur la qualité de la programmation, ça n'a rien gâché, hein. En vrai, les gens, le public était content, je pense, tu vois. Et les artistes aussi, je pense. Dans l'ensemble, en fait, il y a eu quand même une belle programmation et tout. J'avais été beaucoup aidée, hein. C'était pas que ma programmation, du coup. Vu que moi, j'ai un peu récupéré le bébé sur le tas et que j'ai apporté un peu la dernière pierre à l'édifice, il y a eu des trucs, oui, c'était moi, mais c'était pas que moi. Et après, enfin, c'était des trucs invraisemblables. Par exemple, moi, j'avais expliqué, si on fait 3 soirs, il faut compter 6 artistes maximum par soir par rapport au coût et à l'expérience. Je sais que c'est comme ça qu'on peut le gérer, tu vois. Ouais. Et quand en fait, on donne la liste des artistes proposés, t'en as plus de 40. Et là, tu dis, qu'est-ce que j'en fais, moi, de cette liste, du coup? Plus de 40, sans compter celles qui ont déjà été confirmées, qui ont déjà les billets, les machins. Donc, tu vois, en excluant, en fait, par exemple, le travail qui a déjà été fait en amont. Mhm. Du coup, tu es obligé de dealer avec ça. Et la personne se sent rejetée. Mais en même temps, il y a un moment, tu as des lignes directrices pour que le truc il soit tangible, tu vois. Si tu choisis de pas suivre ces lignes directrices et d'essayer de faire tout le temps différemment, c'est pas que tu es exclu, c'est qu'en fait, tu as voulu chercher à faire un truc qui n'est pas possible, quoi. Et là, à ce moment-là, le nom n'était pas encore déposé ou il était déjà déposé? Non, il n'était pas encore déposé. Et là, du coup, en fait, avec une pote rappeuse de synthé, en fait, parce que moi, à l'époque, j'avais vraiment pas la thune pour faire ça, je te l'avoue, elle l'a déposé pour moi, en fait. Elle a vu ce qui se passait, elle a été le déposer pour moi, elle l'a mis à mon nom parce qu'elle a vu que ça allait pas, quoi. Une fois Mhm. qu'ils sont venus chercher la caisse, en gros, elle a dit, ah, c'est bon, elles ont pris la caisse, nan, au moins on dépose le nom. Parce que moi, j'ai jamais interdit à personne de faire un festival de hip-hop de meufs, tu te rends bien compte. Par contre, effectivement, j'ai pas envie que ce nom-là, il soit associé à un truc qui ressemble pas à ce que j'ai voulu en faire, en fait. Et Ouais, oui, c'est normal. égoïste. Et oui, c'est parce que c'est comme si j'étais une maman qui voulait que son enfant soit protégé. Ouais, je sais que ça la compte, mais c'est comme ça en vrai que je l'ai vécu, vraiment. Du coup, c'est des personnes aussi qui ont participé au projet, tu vois, pendant que j'y étais pas, que j'étais déjà au Portugal et tout. Du coup, il n'y a pas vraiment de voix parce qu'il y a une participation aussi. Mais quelle participation? C'est ça le truc. Comment tu participes? C'est quoi l'intention que tu mets dans ta participation? C'est de récupérer un truc ou c'est de le faire vivre parce que tu le trouves beau, tu vois? Et du coup, ça t'a pas laissé un goût un peu amer de finir. Bah si, tu sais que en fait les gens ils inventent des légendes sur toi qui essaient de dire que tu fais des thunes sur un truc que toi tu payes avec ton cul. En fait, bah oui, c'est énervant, bien sûr que c'est énervant. Parce que tout ça, ça a été du sacrifice aussi, en fait. Et que je l'ai fait pour le hip-hop. Et les gens, en fait, ils se le réapproprient pourquoi? Qu'est-ce qu'ils essaient de récupérer là-dedans? Dans les personnes, en plus, qui font du mal, il y a des gens qui t'ont même jamais vu de leur vie, qui ont jamais essayé de parler avec toi. La meuf qui a écrit sur moi en écrivant mon prénom sur Internet en entier. Mon prénom, je l'utilise jamais parce que ça me rappelle des agressions sexuelles quand j'étais enfant, d'accord? C'est pour ça que je Mhm. l'utilise jamais. Et tu te dis, des féministes, elles font ça. Elles utilisent ton vrai prénom, alors que tout le monde sait pourquoi je l'utilise pas, tu vois? Et elles le mettent sur Internet. La personne qui a fait ça, c'est une meuf. Elle a fait des feats avec Blood. Tu vois ce que je veux dire? C'est une meuf, elle a déjà posé avec Blood, quoi. Qui est le mec avec qui j'ai vécu pendant je sais pas combien de temps. Enfin, je veux dire, à un moment, il n'y a pas un truc qui te fait tilt dans ta tête que peut-être tu as été manipulé par des connasses et que ce serait bien au moins que tu parles avec moi pour voir en fait si ce qu'on t'a dit, c'est vrai, c'est pas vrai. Je sais pas, fais-toi ta propre idée. Là, il y a vraiment eu un truc. Je suis arrivée, on a été hyper stigmatisés. Il y a eu des tonnes de mensonges de dits. Moi, j'ai toujours eu l'impression que quand les gens mentent, si tu essaies de dire la vérité, tu as envie de prouver un truc. Donc les gens vont se figurer que c'est encore plus vrai le mensonge. Donc il faut mieux rien dire. Et je pars toujours du principe que la vérité éclate un jour, tu vois, ou que les gens la comprennent un jour. Et du coup, tu laisses faire en fait, parce que c'est déjà tellement trash. Tu veux faire quoi? Tu vas pas en plus monter sur scène pour essayer de te défendre. Ça ressemblerait à quoi? Toi, face au monde, en train de dire non, je vous jure qu'en fait, vraiment, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais dit ça. Enfin, tu sais, horrible quoi. C'est bon, laisse-les faire, c'est pas grave. C'est leur moment pagaille sur scène. Et puis, comme ça, en plus, elles se mettent bien encore en avant sur scène, alors qu'elles essaient bien de niquer le festival. Mais elles, par contre, elles y sont bien tous les jours sur scène, tu vois. Ça aussi, ça en dit long. T'as envie de rejeter un truc ou de le casser, tu t'y mets pas en avant. Tu vas pas après voir plein d'autres organes en disant, ah, ouais, je suis l'organisatrice du Fem6 Fest. Sauf que la meuf qui a sa beauté, c'est ce qu'elle fait depuis. Et c'est ce qu'elle continue à essayer de faire. Et ça en dit long, ça aussi. Si le truc, tu l'aimes pas, t'as pas envie d'être associé à ce truc-là. Moi, j'aimerais pas être associée à une orga que j'ai stigmatisée comme étant raciste ou transphobe ou homophobe ou sexiste ou je sais pas quoi. Évidemment, je vais pas m'associer à ce nom-là si je l'ai considéré comme ça. Au mieux, je vais créer un autre truc et je vais dire, je vais le faire mieux. Ça fait du sens. Mais continuer à essayer de rassocier à un truc que tu as stigmatisé et dénigré,
Ça prouve déjà qu'il y a un non-sens là-dedans. Et toi, est-ce Là, qu'après ça, tu as eu envie de donner ta version publique à toi, je veux dire? en fait, je l'ai fait qu'auprès des proches auxquels j'avais plus besoin de donner la version parce qu'eux, ils me connaissent, tu vois. C'est bon, tu vois, je suis avec mes potes, je suis avec mes sœurs, je suis avec Erika, avec tous les gens qui me connaissent de près. Ils ont juste voulu savoir comment moi je me sentais. Ils ont même pas voulu que je donne ma version, je sais pas quoi, parce qu'ils me connaissent en fait. Enfin, tu sais, les gens qui me connaissent, j'ai pas besoin de leur prouver si oui ou non je suis capable de ça ou de ça, tu vois, ils savent en fait. Donc, et je sais pas, je trouve ça moche en fait, tu sais, tu te dis, après tous les sacrifices que j'ai faits, j'ai voulu en faire un truc trop bien, nan, nan. En plus, peut-être tout le monde sait aussi comment ça a été dur pour moi, tu vois, ce qui s'est passé quand je suis arrivée au Portugal. Il y a aussi toute cette conscience-là. Je suis loin de ma fille. C'est une des rares fois quand je vais au festival 2018 à ce moment-là où je la vois. Je l'avais pas vue depuis presque 2 ans, ma fille, à ce moment-là. Donc, il y a aussi tout ce truc de je retrouve enfin mon enfant, tu vois, et dans des conditions pareilles. Tu sais, il y a tout ce truc où d'un coup, t'es plus, ça fait comme si il y avait toute une dimension de respect qui s'écroule. Et les gens qui t'aiment quand même, mais qui ont honte de t'aimer, tu vois, un truc un peu comme ça, où tu vois tu sens qu'ils tiennent leur distance. Ceux qui t'ont pas vu depuis que t'es parti, mais elles te regardent de haut et elles te disent, bah, je serais pas fière si j'étais toi, mais qui te demandent pas comment ça va, ou qui te demandent pas en fait ce qui s'est passé. Mhm. Ceux qui te connaissent vraiment, qui viennent vers toi, qui te disent, je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive. Voilà. Et en fait, les seuls avec qui j'ai envie de partager à ce moment-là, bah, c'est ceux qui me connaissent déjà et à qui j'ai pas besoin d'expliquer en fait. Forcément. T'as pas envie d'aller vers les autres et devoir te justifier alors que tu as si peu de temps et que tu as envie d'essayer de kiffer quand même et puis de sauver les meubles avec tes artistes, quoi, parce qu'il y a plein d'artistes, c'est des meufs que je côtoie, c'est des meufs que je connais, avec qui je suis en lien et tout. Donc, enfin, tu sais, imagine, elles sont invitées dans le festival et d'un coup, il y a toutes ces rumeurs qui se disent à mon sujet, quoi. C'est super malsain. Comment tu as rebondi après ça? Est-ce que tu continues quand même à être investi sur cette scène-là? Est-ce que à titre individuel, tu continues de diguer des rappeuses? T'en es où par rapport à tout ça? Je dis que toujours des rappeuses, j'aime toujours le rap, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Le rap, c'est ma vie. Ouais, Voilà, ça ne changera pas. Et ouais. j'ai plus l'idée, en fait, c'est... En gros, ici, je vis vraiment, tu vois, en gros, de mon travail, métro, boulot, dodo, mais du coup, sans métro maintenant. Mais là, du coup, j'ai un nouveau taf. Alors, c'est pas glorieux, hein, mais en tous les cas, ça va être plus confort à partir de maintenant. Là, après bientôt 7 ans, hein, par contre, hein, donc, tu vois, ça a pris du temps. Mais là, ça y est, j'arrive dans un moment où normalement, tout va être plus confortable. Du coup, lentement mais sûrement, mon idée, c'est de commencer. Par contre, je suis toujours en lien avec des artistes ou des orgas, etc. Parce que je continue à aimer et donc à sortir, même si je sors beaucoup moins qu'avant. Et que moi, maintenant, j'habite plus du tout à Lisbonne ou aux alentours de Lisbonne. Je me suis vraiment rapprochée de mes parents parce que c'était quand même ça l'idée initiale. C'était de ne pas laisser mes parents vieillir tout seuls. Donc, c'était important pour moi de venir vivre ici. Et, euh, et du coup, il y a un truc où je suis vraiment à la campagne, en fait, maintenant. Quand je vais à Lisbonne ou que je sors dans une soirée ou dans un concert, je choisis vraiment d'y aller parce que ça me demande une organisation, en fait. Mais par contre, oui, moi, j'ai pour idée de pas forcément dans le format festival parce que justement, il y a plein d'avantages que j'avais avec le fait que ce soit la France et la gueule noire que je trouverais jamais ici, en fait. Ici, les gens, ils galèrent en termes de logement, c'est très, très dur. Et la plupart des gens, ils louent des chambres dans des apparts qu'ils partagent avec des gens qui choisissent pas. Et où souvent, ils n'ont même pas le droit d'inviter des gens. Donc déjà, tu sais que tu n'as pas Mm. des potes qui vont pouvoir héberger les artistes. Donc déjà ça, c'est-à-dire, si tu invites l'artiste sur tout un festival, c'est-à-dire que tu dois trouver des hébergements payants pendant 3 jours pour tout le monde. Ça change complètement la donne. Et donc, vu que bah, j'ai encore moins de thunes qu'avant, évidemment que je risque pas de faire un truc plus coûteux. Donc, j'imagine que ça passera pas par le festival tout de suite. J'imagine que ça passera plutôt par l'organisation ponctuelle de scènes, tu vois, où je mettrai toujours, par contre, des meufs en avant sur scène, ça toujours, ça changera pas. Et lentement, si ça, en fait, ça arrive à prendre quelque chose qui devient justement, tu vois, donner une rythmique ou peut-être justement commencer à en faire une caisse de fond, tu vois, si ça fait du bénéf. Parce qu'il y avait ça aussi, moi, par exemple, le festival, j'ai insisté pour que, en gros, c'était 18 euros les 3 soirées. Ouais, Le billet pour les 3 soirées, c'était en gros 6 euros par soir. T'imagines bien que ça complétait pas vraiment les frais occasionnés. ouais. Et je disais à mes sauces, en gros, à l'entrée, par contre, on n'exclut jamais sur la thune. On dit que c'est ça le prix, mais si quelqu'un dit qu'il n'a pas la thune, on lui laisse mettre prix libre. Et moi, Ok. j'insistais là-dessus. Je voulais pas que les gens, en fait, soient exclus parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour rentrer, tu vois. Mm, mm.
Donc, bien sûr que, bah oui, ça fait du, ça fait du manque à gagner, forcément. Du coup, il y avait plein de trucs comme ça, plein de stratégies que j'avais, que je pouvais mettre en place parce que je me sentais plus flexible, tu vois. Ici, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même contexte, ni politique, ni social. Il y a rien qui est plus facile au Portugal, en fait. Mais vraiment rien. Juste, il y a plus de douceur au quotidien. La vie est plus douce. Il y a moins d'agressions partout, dans tous les sens. Il y a moins ce truc constant où tu as l'impression d'être sur la défensive, tu vois. Et ça, c'est beaucoup au quotidien. Mais par contre, en termes matériels, tout est vraiment beaucoup plus cher, en fait. Du coup, si tu fais un nouveau un festival, ça sera en France à nouveau, hein? Bah non, non, parce que par Non, contre, tu sais pas. je pense que la seule chose moi, en gros, tu sais, j'ai toujours des espèces de buts comme ça dans la vie, un peu con, je sais. Mais moi, c'est clair, mon but, c'est quoi qu'il arrive, je ferai un FM6 Fest avant de mourir au Portugal. Voilà. Ok. Voilà. En gros, j'ai ça dans la tête et du coup, quand je me mets des trucs comme ça en tête, normalement, j'y arrive un jour. Après, je sais pas quand je vais y arriver, mais je sais que j'ai ça en tête et que je veux absolument. Mais non, justement, je veux surtout pas le refaire en France, par contre. Par contre, c'est là que c'est con. J'aimerais trop que ce soit tout mon crew de France qui vienne m'aider au Portugal et qu'on le fasse ensemble avec eux, tu vois. J'aimerais trop retrouver les poteaux et qu'on le fasse vraiment avec l'énergie que nous on y mettait au début, en fait. Ouais. C'est pourquoi ça serait pas possible? Bah, pareil pour les coups, quoi. C'est que aussi, tu sais, ils sont pareils. Je sais que du coup, tu te dis, putain, s'ils doivent tous venir depuis la France déjà pour venir m'aider au Portugal, ça demande une orga, mon petit. Et du coup, peut-être que je vais me décider, par contre, c'est ça le truc, à déposer enfin l'assaut pour peut-être justement bah, me convaincre de négocier peut-être et à demander des subventions ici, en fait. Parce que ce Mhm. que j'ai jamais fait en France. Et Ouais. du coup, lâcher, tu vois, en fait, lâcher l'idée de l'indépendance et de l'autoprod dont j'étais si fière, mais qui était une fausse fierté, parce qu'en fin de compte, en France, tu peux le faire, ça. Tu as plein de facilitations, en gros, que ici, je veux dire, le SMIC ici, c'est 800 balles, tu vois. Donc, et le loyer moyen de Lisbonne est considéré comme plus cher que Paris en termes de loyer, hein. Donc, tu vois ce que je veux dire, on est vraiment sur des données qui sont très différentes, quoi. Et en plus, moi, j'étais dans une ville qui était particulièrement bon marché. Saint-Étienne, c'est vraiment la ville des possibles, quoi. Du coup, on est vraiment sur un truc différent. Donc, je pense, ouais. Et pareil, par exemple, déposer un nom d'associé. Bon, c'est anecdotique, tu vas me dire, mais en fait, ça en dit long. Tu vois, déposer une asso 1901 en France, c'est quoi? C'est 15 euros symboliques, tu vois? À la bref, ici, rien que déposer l'asso, déjà, le truc que tu remplis, il est hardcoreux. C'est super complexe. Faut être bien accroché, faut vraiment bien connaître la loi, tu vois? Et ça coûte Ok. déjà 300 balles. Juste pour D'accord. ouvrir l'asso, c'est déjà 300 euros, quoi. Donc, tu vois, on est déjà, même ça, c'est déjà pas le même niveau Mais c'est pas la d'investissement même que. économie, ouais. Eh ben ouais. Mais je sais qu'ici, il va falloir que je passe par ça si je veux après, justement, gratter de la sub, quoi. Parce qu'ici, Ouais. à mon avis, le seul moyen pour que ce soit possible, ça va être ça. Ça va être vraiment de passer par de la subvention ou de la coprod avec une asso de confiance qui, elle, a déjà des subs et essayer de faire un truc en coproduction, coprogrammation, tu vois. Mais ça, du coup, il faut déjà que j'ai du temps. Là, pour l'instant, moi, j'ai l'impression que que là, j'ai atteint une sorte de calme, de l'absence de soucis, il y a que depuis un an, tu vois, depuis tout le temps où je suis là. Genre que j'ai pas à réfléchir à comment je vais manger ou comment j'ai payé mon loyer ou comment je vais pas galérer pour certains trucs, que je suis vraiment sereine avec ça, ça fait, ouais, on va dire un an et quelques mois, tu vois. Donc c'est finalement récent. Et que là, j'ai ce nouveau taf, là, j'ai commencé en mars. Donc je vais voir déjà comment tout ça se déroule, comment tout ça se confirme. Et parce que c'est intrinsèquement lié quand même à mon confort à moi et à comment j'arrive du coup à projeter et de mettre de la thune aussi et de l'investissement personnel en termes de temps aussi, puisque c'est beaucoup de temps quand tu organises les trucs. La logistique que ça implique, trouver les bons billets, par exemple aussi, voilà, anecdote aussi. Mais en France, c'est très facile d'utiliser Blablacar, par exemple, pour les transports, en tout cas, intra-frontières, tu vois. Tu as des Ouais. artistes qui viennent, je sais pas, de Toulouse, de Paris, etc. Bah, des fois, Blablacar, c'est moins cher qu'un train ou etc. Puis finalement, tu leur prends un blabla, tout le monde est content, le trajet n'a pas été plus long et ça te coûte moins cher. Le truc, c'est vraiment même ça, par exemple, c'est un truc très peu développé au Portugal. Tu vois, même sur ces trucs de transport, etc. C'est ce que je dis, il y a plein de choses qui n'ont pas du tout la même couleur culturelle, en fait, ou les mêmes habitudes. Donc, tu es obligé de t'adapter. Et du coup, de fait, ici, tout serait beaucoup plus coûteux et demanderait plus d'investissement personnel, c'est sûr. Donc, si ce taf se passe bien, je pourrais évaluer déjà le temps que j'ai à donner à l'orga,
parce que c'est quand même beaucoup de temps. Et du coup, évaluer comment oui ou non je peux bah, faire le dossier de l'assaut. Et après, est-ce que oui ou non je peux évaluer, je peux faire en fait des dossiers dessus. Et dans quelle mesure je peux donner et consacrer du temps à ça, en plus bah, de par contre ma fatigue réelle aussi, parce que je suis plus toute jeune, mine de rien. Et que d'avoir un travail du matin au soir, bah, ça fatigue aussi. Mhm. Et que ouais, moi j'étais venu aussi ici dans l'idée de, tu sais, d'arrêter un peu, en gros, d'arrêter un peu l'activisme et de me sentir tout le temps la pression constante de vouloir aider, sauver, etc. Et parce que ça me bouffait, quoi. Ça me bouffait, Mhm. en fait, ça allait très bien tant que j'avais des résultats, tant que je voyais que bah, j'arrivais vraiment à avoir un impact positif sur la vie de certaines personnes. Quand tu as l'impression que c'est inutile, parce que les lois en France, elles changeaient beaucoup quand je suis partie, et elles se durcissaient, et particulièrement sur le droit des étrangers. Et du coup, ça faisait un moment que bah, il y avait plus de réussite, quoi. Que tu faisais que du maintien sur le territoire. En fait, tu faisais que en gros, tu fais des appels auprès du tribunal administratif, quoi. Mais c'est tout. Tu fais du maintien pour éviter les OQTF, etc. Et tu fais du conseil pour éviter qu'ils soient mis en CRA. Mais il y avait vraiment ce moment où tu sentais que les lois te permettaient plus cette aisance ou de pouvoir apporter une vraie aide efficace, tu vois. Et ça me bouffait grave. Ça me bouffait la tête aussi. Et tu vois, ce cumul comme ça de plusieurs choses, mais qui font que du coup, tu es vraiment très fatigué. Ouais, il fallait qu'en gros, je me ressource et que je me calme et que je me rassérénise dans un espace où c'était possible, quoi. Et ma fille, l'année, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, en fait, va là où t'es bien. Moi, je te soutenais tant que je sentais que ça t'apportait et que ça faisait du bien. Mais je vais pas continuer à soutenir de faire des choses qui, je vois, sont en train de te détruire. Là, t'es pas bien, en fait. Elle m'a dit, vas-y, va au Portugal et va faire tes trucs. Mais par contre, je pense que tous les gens qui sont proches de moi, qui m'aiment vraiment, qui me connaissent vraiment, ils ont vraiment tous envie que j'arrive à le faire au Portugal. Donc, par contre, ça, je pense que oui, même si je demande de l'aide et tout, même sur des trucs peut-être même financiers, en fait, j'y avais jamais pensé, mais peut-être même si je faisais un crowdfunding, ça se trouve, en fait, il y aurait des gens qui seraient motivés à m'aider dans ce sens-là, quoi. Il y a une édition, il y a une soirée, c'était celle du dimanche, je crois. C'était la deuxième édition, je crois que c'était la soirée du dimanche. Franchement, honnêtement, à la fin, j'ai regardé Blood, et j'ai fait, franchement, c'est la meilleure soirée hip-hop de ma vie. Et j'ai fait des Ouais. putains de concerts dans ma vie, hein. Et ben, je te jure que mes plus gros kiffs émotionnellement et tout, nana, en vrai, je les ai eu pendant FEM6. Et puis c'était bien. En vrai, c'était bien. Il y avait une bonne ambiance. Les gens étaient super relax, c'était super free. Il y avait vraiment un truc de prise en charge collective des choses qui était plutôt smooth. Enfin, moi, par exemple, j'ai jamais eu ce truc de, tu vois, nous, on est, comment on dit déjà, le staff. J'étais chargée de tester ça. Donc, par exemple, on n'a jamais eu d'étiquette qui disait que nous, on était l'équipe organisatrice là. Et par exemple, pareil, je mettais pas staff sur la porte de la cuisine. Moi, si quelqu'un du public qui rentre dans la cuisine et qui sert dans la bouffe pour les artistes, je m'en fous, laisse-le manger, tu vois. C'est bon, quoi. Et moi, j'avais vachement cet état d'esprit tu sais, de l'horizontalité. On est tous ensemble et en fait, on va kiffer tous ensemble, quoi. Et l'espace, vraiment, l'espace, il compte là-dedans. Et je te jure, la gueule noire pour ça, c'était bien, quoi. Et du coup, c'est ça, idéalement, il faudrait qu'il y ait ce genre d'espace ici, en gros, que je trouve un centre social autogéré, un peu punk, avec des motivations un peu activistes, tu vois, féministes, etc. Et qui soit prêt à accueillir le projet. Idéalement, ce serait ça, parce que du coup, ça me permettrait d'avoir bah, déjà la cuisine, parce que tous ces petits moments de vie commune, ils comptent vachement dans le fait de connecter, que les artistes se rencontrent les unes avec les autres et créer. Parce que par exemple, enfin, je sais pas si t'as capté, mais toi, c'est sûr, t'as dû capter. Mais il y a eu plein de feats hein, qui sont nés de ça. Moi, je trouve ça beau, quoi. Ouais, je pense aussi qu'il y a plein de meufs qui ont été programmées après dans d'autres lieux parce que elles Ouais. avaient joué au Femmes Fest aussi. Et ben, je pense qu'il y a eu un truc, du coup, bah ouais, tu sais, d'agrandir ce réseau. Et du coup, par exemple, ah ouais, bah, j'ai rencontré tel artisanat, puis toi, tu as à ce nom-là à tel endroit dans tel pays d'Europe. Et puis du coup, tu vas dire, ah ouais, bah, j'ai rencontré tel artiste à tel endroit. Et en fait, chacune s'est donné ses ouvertures, tu vois. Elles n'ont pas fait de la rétention de possibilités. Et en fait, chacune a ouvert ses propres possibilités aux autres. Et Mhm. ça a créé, ouais, et c'était le but en fait, c'était que ça crée du réseau de meufs dans le hip-hop, quoi. Et moi, j'ai Ouais. trouvé que de ce point de vue, franchement, ça a bien marché, hein. Et justement, aujourd'hui, la situation est quand même pas la même pour les rappeuses. Est-ce que pour toi, c'est toujours important de programmer des meufs aujourd'hui? Bah, ça peut jamais s'arrêter. Ça peut jamais Ouais. s'arrêter. Il y en a toujours besoin. Je veux dire, franchement, regarde dans quelle société on vit, sérieux. Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression que je suis en train de partager des trucs sur des violences sexistes et sexuelles à longueur de journée, que j'ai des meufs qui m'appellent en larmes. Bah, encore hier, ça m'est arrivé qu'une de mes potes m'appelle en larmes, tu vois.
Enfin, je veux dire, il y aura jamais assez de meufs qui s'expriment, quel que soit l'art. Après, le hip-hop, c'est parce que c'est ma veine. Mais quel que soit l'art, moi, je trouve que c'est un des meilleurs trucs de reprendre une sorte de sentir que tu as du pouvoir sur les choses. Je trouve que ça passe vachement par le fait de créer. Et après, je m'en fous de quelle zone de créativité. Ça peut être par la peinture, ça peut être par l'écriture, ça peut être par le peur. Mais vraiment, le fait de créer, je pense que c'est vraiment une ressource dont les meufs ont besoin. Mhm. Et qu'il faut encourager la créativité. Et c'est ce que j'ai. Moi, après, ça passe par le hip-hop parce que oui, comme je dis, c'est égoïste, parce que c'est ma veine, c'est le truc que je kiffe le plus, en fait. Mais par contre, oui, quand c'est mes potes qui viennent à la maison, bah oui, ça n'empêche pas qu'on puisse peindre une toile ensemble, tu vois. Mais moi, parce que moi, je peins pour me détendre, tu vois, pas Ouais. pour plus comme une méditation. Et tu as toujours une ressource comme ça qui vient dans ta vie et qui t'aide. Et oui, bah, le hip-hop, c'est quand même du texte d'abord, tu vois. Et bien sûr qu'il faut que des meufs s'expriment et disent ce qu'elles vivent. Enfin, on voit bien que même si tout le monde ouvre sa gueule, ça continue à se produire. Donc ça veut bien dire que les gens s'en foutent. Tant qu'on est dans une société comme ça, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des meufs et des queers sur scène ou dans n'importe quel art et qui s'expriment et qui se mettent en avant. C'est même vital, je pense. Même sur ce truc de, voilà, juste déjà la déconstruction du genre. Mais ça, pas, la déconstruction des genres, déjà rien que ça. Les représentations que les gens ils ont, comment ils ont du mal à assimiler et les trucs que tu arrives à entendre, il y a tellement de taf, franchement, mais que tous les gens qui sont pas dans la norme ou qui ont des trucs à dire là-dessus se mettent sur scène, mais bien sûr. Et après, c'est sûr que si en plus ils le font bien et qu'en plus il y a de la qualité et qu'en plus tu trouves que ça bien écrit ou que c'est joli ou que ça te fait danser, que ça t'ambiance, c'est encore mieux, c'est sûr. Mais par contre, que tout le monde s'exprime, moi, je pense que c'est vital, même si c'est dans ta chambre tout seul, même si c'est dans ton tiroir caché, c'est pas grave. Mais écris-le, quoi. Faut pas garder ça pour soi, quoi. Enfin, moi, je crois vraiment que c'est salutaire l'expression, hein. En tout cas, on espère voir un Femsi Fest au Portugal dans les prochaines années. Ouais, à fond. Bah, moi, je me suis là, je vais sur mes 44 ans, t'as vu? Je me suis dit d'ici 2 ans, ce serait bien que j'ai une belle ébauche d'un truc, tu vois, avec un truc déjà presque prêt à servir. Du coup, je me donne ouais, à peu près 2 ans. C'est sûr que j'avais espoir, par contre, en faisant du bénéf, que tu sais, au fur et à mesure, ça fasse comme une caisse de roulement, qu'à chaque fois, on ait de la thune d'avance pour pouvoir refaire le suivant. Bah, c'était jamais comme ça. Ouais, malheureusement, c'est pas ça la réalité. Ouais. Bah non, c'était Ouais. jamais comme Ça ça. serait Du trop coup, facile. bah oui. Et après, et même là-dedans, par contre, donc la première année, il y a eu Blood. Il y a eu une année, c'était un pote à moi, Thierry, qui m'a grave aidé aussi au niveau thune. Il y a tout le temps eu des gens qui m'ont aidé quand même avec la thune, des potes qui ont eu des énergies de faire des burgers, des crêpes, tu vois. J'ai été aidé, j'ai été soutenu, hein. J'étais Mm. pas seul face à ça. C'est juste qu'il faut tellement de moyens que c'est triste à dire, mais la soirée de soutien, elle fait même pas un billet d'avion en fait. Donc bien sûr Ouais. qu'il faut trouver de la ressource en plus, tu vois. Sinon, sinon tu le fais pas quoi. Et après, c'est ce que j'ai. Par contre, c'était mon choix aussi ce truc de le faire en mode indé, hein. Là, par exemple, tu vois, pour le Portugal où j'imagine pas avoir les moyens, je suis déjà en train de le penser différemment. Donc c'est bien un moment que quelque part c'était un luxe, tu vois, de l'envisager comme ça aussi. Mais moi j'adore voir plein de gens créatifs ensemble, manger, discuter, rire, danser, se faire plaisir, rapper. Enfin, j'ai- mais c'est tellement hip-hop justement. Ah ouais, et le choix de la bouffe végane, moi je suis pas végane, hein, je veux pas faire la faux d'herbe. Mais par contre, c'est vraiment cette accessibilité, le fait que bah, il y a de la bouffe pour tout le monde, quoi. D'être sûr que tout le monde puisse manger, tu vois. En fait, c'est la bouffe la moins excluante. Ouais, carrément. Donc voilà, ça c'était. En plus, c'était ma pote Farouche qui faisait les menus. Et Farouche, elle est vraiment végane depuis longtemps et elle est trop douée. Du coup, elle te faisait des petits menus, bon petit. C'était trop bon. Du coup, en plus, la bouffe, elle était bonne. C'était végane et c'était bon. Même les desserts étaient bons. Même les cupcakes étaient magiques. Je te jure, c'est vrai. Donc, il y avait plein de trucs. Il y avait plein de petits détails du confort comme ça qu'on partageait qui étaient beaux. Et par contre, je suis pareil. Par contre, des terres jusqu'au bout. Moi, j'étais autant celle qui récurait les chiottes à 6 heures du matin que celle qui épluchait les légumes le matin. T'es obligé. Par contre, ouais, tu sais que pendant 3 jours, tu dors pas, quoi. Tu vas pas arrêter, quoi. Mais par contre, t'es enthousiaste. T'es enthousiaste à fond. Parce que c'est motivant. C'est hyper beau, quoi.